Alors bonjour, déjà je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui et de partager avec vous mon sujet de prédilection. Alors comme on vient de le dire, avant de commencer, il faut vraiment remercier tous ceux sans qui tous ces événements communautaires ne peuvent pas avoir lieu. Alors c'est les deux sponsors premium, Wakers et Trees, mais c'est aussi toutes les autres sponsors, donc que ce soit des entreprises ou encore des communautés. Alors petite consigne, normalement vous pouvez pas partager, vous pouvez pas activer votre vidéo. N'hésitez pas à passer en mute pour l'écran, pour le micro. Et puis si vous avez des commentaires, des avis, des questions, n'hésitez pas à le mettre à le faire dans l'onglet conversation de cette réunion. À la fin de cette session, vous allez pouvoir remplir un formulaire dont l'accès apparaît en haut du canal, dans l'onglet Vous en pensez quoi? Donc à la fin, n'hésitez pas à y prendre 5 minutes pour y répondre. Alors on y va, je me présente, je m'appelle Christophe Coupé, je suis consultant digital interne et je suis spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Donc on est vraiment dans le sujet avec Microsoft 365. Personnellement, j'interviens sur tous les sujets principalement d'usage de la suite, à la fois en termes de stratégie que de mise en œuvre. Et puis, pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière comme auditeur informatique du groupe Bouygues et j'ai passé après 15 ans comme responsable des solutions collaboratives. On n'appelait pas encore le digital interne chez Bouygues Télécom. Et puis, j'ai été maîtrise d'œuvre de l'intranet avant de rejoindre Abalone en 2015. Pardon. Quand il me reste du temps, j'anime un site internet qui s'appelle digital-insight.fr. J'y publie des billets, des vidéos. Et puis l'an dernier, j'ai publié un livre, Le digital interne en entreprise, publié aux éditions Mardaga, qui aborde en détail tout ce que je vais vous dire ici dans cette session. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'était dans le titre, je vais vous parler d'un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur. C'est ce que j'appelle la transformation digitale interne, j'insiste le mot interne, d'entreprise avec Microsoft 365. Alors, je vais vous en parler en 3 points. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que j'entends par transformation digitale interne. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on peut mettre en musique cette transformation digitale avec Microsoft 365. Et enfin, je terminerai par quelques conseils pratiques pour vraiment réussir la démarche. On va donc commencer par ce sujet vraiment qui me passionne et on va voir ce que ça veut dire et à quoi ça correspond. Déjà pour commencer, il faut que je dise que cette partie est pour moi très importante car très souvent, dans mes interventions, j'ai le plus grand mal à faire comprendre aux directions la relation qui existe entre les transformations digitales ou pas digitales d'ailleurs, des entreprises et Microsoft 365. Or, par expérience, si la direction n'a pas compris cette relation étroite, on ne pourra pas vraiment aller loin. Alors, du coup, on peut se demander pourquoi il y a une telle incompréhension. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, je vais vous présenter les 3 raisons principales auxquelles je pense. La première raison, c'est que quand on parle de Microsoft 365, beaucoup des décideurs pensent que l'on parle de la suite bureautique, qu'ils connaissent très bien. Donc le codir finalement ne comprend pas pourquoi on va les déranger pour leur parler finalement de Word, d'Excel et de PowerPoint. Alors bien sûr, c'est pas ça. La suite bureautique finalement, c'est qu'une toute petite partie de la richesse de Microsoft 365 qui embarque en fait toute l'entreprise dans une plateforme qui contient à la fois la gestion des utilisateurs, la sécurité, les outils de conformité, mais aussi tous les outils collaboratifs dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et puis des solutions métiers aussi avec la Power Platform dont on reparlera aussi plus tard, sans parler de toutes les possibilités de solutions mobiles. C'est ça en fait, c'est pas du tout la suite bureautique. La seconde raison de cette incompréhension, c'est que, et c'est peut-être la conséquence du point précédent, c'est que ce sujet est vu comme un projet informatique à proprement parler. C'est donc souvent la seule DSI qui est aux commandes, alors qu'elle seule, la DSI ne pourra pas réussir une vraie transformation, comme je vais vous le présenter dans la suite de cette présentation. Et puis, l'autre problème, c'est qu'en abordant Microsoft 365 comme un projet informatique, le risque, c'est que la DSI utilise finalement les mêmes méthodes de déploiement, comme elle le fait depuis 30 ans, pour déployer les applications informatiques. Et ce n'est pas du tout adapté pour ce genre de solution. Troisième raison, et pour moi c'est vraiment la principale, c'est que lorsqu'on parle digitalisation des entreprises, regardez dans la presse, regardez dans la littérature, souvent on pense uniquement digitalisation du canal client. Alors c'est par exemple moderniser les canaux de vente, offrir des services de réalité augmentée, enfin tout ce qui peut en fait
améliorer l'expérience utilisateur du consommateur et puis augmenter ses actes d'achat. Et puis, c'est aussi tout ce qui peut donner finalement une image de modernité à l'entreprise. Seulement, quand on passe derrière cette façade purement digitale, on est souvent consterné, c'est mon ressenti, de constater que tous les collaborateurs, finalement, ils y travaillent comme il y a 30 ans, à l'époque du déploiement de la messagerie des serveurs de fichiers. Je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, 20 ans après le déploiement de SharePoint, moi, je continue à faire découvrir et à expliquer cet outil à des entreprises qui finalement soit le connaissent très très mal, ou soit le connaissent pas du tout. Alors, ce qui est important de se rendre compte aussi, c'est que dans un grand nombre d'entreprises, le pilier, c'est encore la messagerie, le serveur de fichiers, et c'est le pilier de ce qu'on appelle la collaboration digitale finalement. Mais il faut se rappeler deux choses, c'est que ces outils datent des années 90. Et en fait, c'était la première grande transformation digitale des entreprises, et on l'a oublié, mais ceux qui l'ont vécu savent que ça ne s'est pas fait d'ailleurs sans douleur, mais ça, on va en reparler après dans les scénarios. Alors généralement, quand je fais une présentation en présentiel, je mets une petite pause, et je regarde un peu les gens en disant « Et vous ? Et vous, est-ce que vous utilisez toujours les mails pour collaborer en interne dans l'entreprise? Je ne parle pas en externe, en interne. Et est-ce que vous utilisez toujours le serveur de fichiers pour stocker vos documents, par exemple? Alors, bien sûr, on se voit pas, donc je peux pas voir vos mots, mais réfléchissez-y et c'est important de se poser la question. Alors, cette année, c'est une année un peu spéciale quand même parce qu'il y a la crise du Covid qui a pas mal rebattu les cartes. Et il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés depuis pour affirmer que le Covid avait, par miracle, digitalisé toutes les entreprises en quelques semaines. Alors, pour moi, très honnêtement, faire des réunions avec Teams ou encore avec Zoom, c'est pas de la digitalisation d'entreprise. Et vous allez le comprendre d'ailleurs dans la suite de cette session. En tout cas, pendant que vous êtes bloqué 30 ans en arrière avec votre messagerie et vos serveurs de fichiers, le temps, lui, il avance. Et le problème, c'est qu'il avance un peu sans vous. Entre-temps, il y a de jeunes pousses qui grandissent, des entreprises plus modernes, plus agiles, et tôt ou tard, elles risquent de vous mettre en difficulté. Alors, il y a plein d'entreprises qui sont conscients de ça et qui essayent un peu de s'améliorer. Alors, pour affronter ça, elles essayent de se moderniser, alors, par exemple en devenant plus agile, plus réactive, plus innovante, plus participative, etc. En un mot, plus efficace et même plus empathique. Retenez bien ce mot-là parce que je vais vous en parler après. Vous allez voir comment ça peut se mettre en musique aussi. Alors, le problème, c'est que pour être tout ça en même temps, malheureusement, il faut communiquer encore plus. Et surtout, il faut communiquer encore plus vite. Alors, il y a des entreprises qui réfléchissent à des nouvelles stratégies, justement, pour répondre à ça. Et puis, quelquefois, les stratégies qui en sortent ne sont pas toujours super efficaces ni super pertinentes. Ce que je raconte là, c'est presque du vécu. Hein. Merci de répondre plus vite aux mails. C'est ce qu'un jour j'ai vu. Donc voilà, ça, c'est pas la réponse à cette problématique. En fait, quand on parle de digital interne d'entreprise, rappelez-vous qu'il faut penser à trois choses. Finalement, c'est vraiment ce qui ressort de tout ça. La première chose, ce sont les outils. La deuxième chose, ce sont les postures. Et la troisième, ce sont les scénarios. En fait, les outils vont offrir de nouvelles opportunités qui vont générer finalement de nouvelles postures dans l'entreprise, par exemple comme des nouvelles postures managériales. Et on va en parler d'ailleurs. Dans l'autre sens, en cherchant à déployer de nouvelles postures, on va se rendre compte que ce n'est pas possible si on ne déploie pas des outils pour les appuyer. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les outils plus les postures, c'est ça qui va nous permettre de réécrire des scénarios de travail. Alors, si vous êtes intéressé par ça, j'ai écrit un article parce que j'ai la conviction que réussir le déploiement de Microsoft 365, c'est en fait réussir le changement de scénario de travail dans l'entreprise. Donc, vous pourrez regarder l'article en scannant le QR code si vous voulez, mais j'en parle en détail dans cet article-là. Alors maintenant, vous allez pouvoir me dire, mais c'est quoi un scénario en fait? Pour moi, la définition, elle est simple. Un scénario, c'est une façon de travailler à un moment donné avec les règles, les usages et les outils du moment. Alors, je dis bien du moment. Ce qui veut dire que les scénarios, alors on dit bien scénario au pluriel, on ne dit pas scénario, je le dis tout de suite si ça heurte vos oreilles, on dit bien scénario avec un S. Ces scénarios évoluent constamment, progressivement, ou bien tout d'un coup suite à une révolution technologique, on va le voir. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, pour vous en convaincre, je vais vous proposer une petite innovation, je ne l'avais jamais fait encore. Je vous propose une petite balade
dans le temps, au travers de grandes périodes. Alors c'est schématisé, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous faire comprendre un peu le sujet. Et on va voir ensemble comment les outils et les scénarios ont évolué au fil du temps jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2020. On va commencer au début du siècle. C'est très simple. Les outils, c'est le courrier postal, c'est la plume, et c'est le prémisse des machines à écrire. Ils n'étaient pas là tout de suite au début, mais ça a commencé à venir. Et puis, petit à petit, la machine à écrire, on a commencé à se rendre compte que c'était quand même super pratique. Donc, on a de plus en plus écrit à la machine à écrire et de moins en moins écrit à la plume, mais quand même un peu. Donc, on voit déjà que le scénario de travail a changé. On passe dans la période suivante, et là, il y a une invention qui arrive, c'est le téléphone. Le téléphone existait avant, mais il a commencé à se déployer vraiment dans cette période-là. Le téléphone a commencé à être de plus en plus employé, ce qui a changé les scénarios de travail. On a moins envoyé de courrier postal parce qu'on pouvait appeler les gens au téléphone. Donc voilà déjà un premier début de changement de scénario. On arrive dans cette nouvelle tranche d'époque, et là j'ai mis deux outils qui sont assez particuliers, c'est le fax et la photocopieuse. Pourquoi? Parce que en utilisant la photocopieuse, on a eu moins souvent recours à la machine à écrire pour recopier des textes. On a pu carrément photocopier les pages. Et puis le fax a été de plus en plus utilisé. Du coup, ça a changé le scénario. On a envoyé de moins en moins de courrier postal parce qu'on pouvait envoyer des documents par le fax. On passe dans la tranche suivante. Et alors là, ça commence à devenir intéressant parce qu'il y a quatre inventions qui arrivent. C'est l'ordinateur personnel, c'est l'imprimante qui va avec, mais c'est aussi la messagerie et le serveur de fichiers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, on a commencé de moins en moins à écrire à la main, et puis la machine à écrire, on l'oublie, c'est passé à la trappe. Évolution majeure des scénarios. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a de plus en plus utilisé l'ordinateur, on a de plus utilisé la messagerie, le serveur de fichiers, l'imprimante. Alors du coup, on a utilisé moins la photocopieuse, puis le fax, de plus en plus réduit parce qu'on utilise le mail. On passe dans la section des années 2000 environ. On a l'intranet qui arrive, SharePoint, les prémices de SharePoint qui arrivent. Et puis, bien sûr, on n'envoie plus de courrier postal. Enfin, moi, en 2000, j'envoyais plus de courrier avec des timbres et c'était terminé tout ça. Et là, on a eu une explosion de la messagerie et une explosion aussi des serveurs de fichiers au cours de cette période-là. Alors, on est passé maintenant à cette période d'aujourd'hui. Le fax, on l'oublie, c'est terminé, on ne parle plus de fax, enfin, j'espère pour vous, hein. En tout cas, moi, c'est le cas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu vraiment un grossissement encore de l'usage des serveurs de fichiers et du mail. Et puis, on a vu apparaître de nouveaux outils, comme ceux d'Office de Microsoft 365 avec Teams, etc., etc. Et là, c'est aujourd'hui qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va dans de nouveaux scénarios ou est-ce qu'on continue avec les anciens outils, c'est-à-dire est-ce qu'on continue avec les anciens scénarios? Alors, on va regarder les deux cas. On va dire qu'on est une entreprise où on se dit, comme je l'entends quelquefois, et à la rigueur, pourquoi pas, hein, c'est une orientation, eh ben, on dit, écoutez, nous, on fait ça depuis 30 ans, je ne vois pas pourquoi on changerait finalement, donc on reste dans ce scénario, on oublie tout ce qui est Microsoft 365 et on continue comme on fait là. Résultat des courses, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, la messagerie va être encore plus utilisée, les serveurs de fichiers également, mais ça, c'est un prix, il faut en être conscient. C'est-à-dire que les messageries, on va avoir de plus en plus de mal à trier les mails, à gérer les mails, et le serveur de fichiers, c'est quand même l'anarchie généralement. On va avoir du mal à savoir où les mettre, on va avoir du mal à retrouver les documents, donc ça a un prix, mais pourquoi pas, c'est un choix. Et puis il y a la deuxième orientation, on va dire, ok, on a de nouveaux outils, et ben comme on le fait depuis 1900, on va changer les scénarios, parce qu'on a ça qui arrive, c'est un peu la révolution, mais tant mieux, on va en profiter. Et dans ce cas-là, pardon, qu'est-ce qui se passe? On va supprimer les serveurs de fichiers, puis comme on veut être le plus digital possible, les imprimantes, on va les oublier. C'est déjà le cas dans certaines entreprises. Et qu'est-ce qui va se passer? On va changer tous les scénarios. Et puis, le scénario principal, ça va être Teams, ça va être Yammer, ça va être SharePoint. La messagerie restera là, parce que moi, j'utilise la messagerie typiquement pour envoyer des messages aux externes, mais excusez-moi, en interne depuis 4 ans maintenant chez Abalone, on ne s'envoie plus de mails en interne.
Donc voilà où on peut en être avec ces histoires de scénarios. Alors ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on est aujourd'hui à une période charnière de l'histoire, et c'est de savoir finalement quelle est l'entreprise que vous voulez en définitive. Parce que vous devinez déjà, j'ai pas besoin de vous le dire, une entreprise qui garde des scénarios anciens, elle peut pas être la même qu'une entreprise qui déploie des scénarios complètement nouveaux en exploitant de nouveaux outils, mais c'est pas le plus important, c'est qu'elle va exploiter de nouvelles postures permises grâce à ces outils. Et justement, ce qu'on va voir maintenant dans la suite de la présentation, c'est à quoi peut ressembler une entreprise qui exploite complètement les opportunités du digital interne avec Microsoft 365. Alors, nous y sommes, c'est la partie quand même pour laquelle vous êtes venus finalement. C'est après cette introduction moi, qui me semble super indispensable, je vais maintenant vous parler vraiment de Microsoft 365, toujours dans le cadre de cette transformation d'entreprise. Et puis, je vais vous faire un peu rigoler quand même. On va regarder un peu l'approche des entreprises sur ce déploiement. Et on va avoir deux approches. C'est celle que je constate régulièrement d'abord, et puis celle dont je rêve secrètement le soir en me couchant. Alors, la première approche qu'on voit, c'est celle que je vois vraiment généralement dans les entreprises, et c'est à peine exagéré, c'est que l'histoire du déploiement de Microsoft 365 commence finalement par une discussion entre un financier et un DSI. Alors les deux se disent, dis donc, on pourrait faire des belles économies, qu'est-ce que tu t'en penses, en migrant par exemple la messagerie dans le cloud, et puis en plus Microsoft fait des prix d'appel, allez, on va en profiter, on le fait. Du coup, on achète des licences, les comptes sont déployés, mais dans votre entreprise, il y aura des petits malins qui vont cliquer à droite et à gauche, et puis, waouh, mais en fait, il y a plein d'outils là-dedans, mais ça sert à quoi en fait? Alors, les décideurs, ça se dit, tout le monde le voit quand même, puis les décideurs se disent finalement, quitte à payer, autant s'en servir. Alors, on va demander à la DSI de s'en charger et de déployer les usages, mais là, ça va être un peu compliqué parce que potentiellement, ils ne sont pas du tout préparés et potentiellement non plus, ils n'ont pas la compétence ou la connaissance sur ce sujet-là. Ça, c'est une démarche qu'on peut voir arriver dans les entreprises. Maintenant, je vais vous parler de la démarche auquel moi je rêve secrètement et qui n'arrive pas si souvent que ça. Et elle commence par un directeur général qui constate que l'entreprise doit se moderniser pour affronter des nouveaux défis. Je ne vous parle pas de digital, je vous parle simplement de modernisation, par exemple des postures. Alors, il va réunir son CODIR, puis il va leur dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut modifier dans notre façon d'être, dans notre culture d'entreprise, dans les postures, par exemple. Donc, par exemple, être plus réactif, promouvoir l'innovation, etc. Et puis après, le CODIR va demander à des experts internes ou externes de traduire ce plan stratégique en nouveaux scénarios de travail avec les outils de Microsoft 365, si c'est ça que vous avez, avec ce que vous voulez, mais avec des outils parce que vous ne pourrez pas, comme je l'ai dit en intro, avoir de nouvelles postures uniquement en vous servant de la messagerie, c'est pas possible. Alors, à quoi ça peut ressembler toutes ces orientations stratégiques? Ça peut ressembler à tout ce que vous voyez à l'écran. Par exemple, une entreprise plus décloisonnée, plus communicante, plus innovante, etc., etc. Je ne vais pas regarder en détail tout de suite parce qu'on va les prendre un par un. Et je vais vous montrer comment on peut mettre en musique toutes ces orientations stratégiques qui n'ont rien finalement de digital. Là, on parle simplement de transformation de posture, comment on peut les appuyer avec des outils. On va commencer par ce Saint Graal que recherchent bon nombre d'entreprises, c'est réussir à décloisonner l'entreprise. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à faire travailler ensemble tous les collaborateurs, quelles que soient les entités auxquelles ils appartiennent. Alors là, je mets un petit point d'arrêt parce que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a la culture d'entreprise qui rentre en compte. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les entreprises, petites et grandes d'ailleurs, c'est pas une question de taille, il y a quelquefois des baronnies qui se créent, vous savez de quoi je parle, et on va peut-être avoir des problèmes parce que ces baronnies vont être en chasse gardée. Moi, je m'occupe de ça, tu n'as pas intérêt de mettre les pieds dedans, etc. Et les scénarios dont on va parler peuvent vraiment aider la situation à décloisonner, mais s'il y a des forces d'opposition qui sont fortes, vous risquez simplement de vous casser les dents. Et donc, avant même de parler digital, il faut avoir une action managériale derrière pour que ça soit tout simplement possible. Alors,
avec les anciens scénarios, tout ce qu'on a vu avant, la messagerie, le serveur de fichiers, finalement, tout est très centré sur le collaborateur. Il a ses mails, il a ses fichiers sur le PC. Alors bien sûr, il y a des fichiers partagés, mais si vous regardez bien comment ça se passe, ce sont des fichiers partagés sur des fichiers qui sont sur des serveurs de fichiers de l'équipe. Du coup, au-delà des postures, d'emblée, les outils empêchent finalement la vraie transversalité qu'on veut mettre en place. Et puis, quand plusieurs collaborateurs de différentes directions travaillent ensemble, ils s'échangent des mails, mais finalement, ce flux de mails, ça reste très volatile. Une fois que les mails sont envoyés, finalement, il ne reste rien de concret de cette collaboration. Alors, avec un outil comme Teams, par exemple, c'est très différent. Si plusieurs collaborateurs de différentes directions doivent travailler ensemble, eh bien, on va construire un espace digital, une équipe Teams, dans lequel tous les acteurs, quelle que soit leur origine, vont pouvoir partager les mêmes discussions et puis les mêmes fichiers. Du coup, ce dispositif, cette équipe Teams, elle est vraiment transverse par définition. En tout cas, c'est plus un flux volatile, c'est bien un espace concret, c'est solide, c'est visible et ça symbolise concrètement cette transversalité qu'on cherche à créer. Alors voici concrètement à quoi ressemble une équipe Teams projet avec des membres, toutes origines confondues, qui vont dialoguer ensemble sur différents thèmes, partager des fichiers, et le tout, bien entendu, sans s'envoyer aucun mail. C'est vraiment le but de l'opération, c'est on ne travaille qu'avec Teams sur ces sujets-là. Alors, une fois qu'on a compris ça, le champ des possibles commence à s'ouvrir et on peut vraiment construire ce décloisonnement qu'on cherche à mettre en place avec cette orientation stratégique. Pourquoi? Parce qu'on va construire des dispositifs fondamentalement transverses pour tous les projets d'entreprise transverses, les chantiers transverses, les constructions, les animations de stratégie de démarche d'entreprise qui sont transverses, et puis tous les membres de ces équipes seront des collaborateurs de différentes entités, et là, ça ne posera plus aucun problème, et une fois que ça sera bien mis en place, tout le monde aura compris, tout le monde aura pris finalement le pli de la transversalité de façon concrète. Voilà, on a vu cette partie-là, maintenant je vais passer à une autre décision stratégique que votre entreprise pourrait prendre, c'est par exemple de mettre en place une entreprise, de mettre en place une entreprise plus innovante et plus participative. Donc, on va voir aussi comment on va se servir de Microsoft 365 pour ça. Alors, imaginez que vous décidez de faire la promotion de l'innovation dans votre entreprise, et pour cela, vous allez encourager vos collaborateurs à trouver de nouvelles idées et puis à les partager à toute l'entreprise. Alors, ça tombe bien, parce qu'un de vos collaborateurs a une idée du tonnerre depuis des mois, mais il n'osait jamais en parler. Alors là, ça tombe très très bien votre proposition. Du coup, il va la partager, mais alors comment? Alors, comme il va utiliser le seul moyen qu'il a sous la main, c'est-à-dire la messagerie. Donc, il va rédiger un beau mail d'explication avec une pièce jointe, et puis, emporté par son élan, il va vous prendre au mot et il va l'envoyer à toute l'entreprise. Et là, c'est drame, parce qu'envoyer un mail à toute l'entreprise, c'est considéré dans beaucoup de boîtes comme une faute professionnelle. Donc non seulement ça ne se fait pas, mais en plus ça peut être très dangereux pour la messagerie, car si tout le monde répond par mail, vous allez potentiellement bloquer toute l'entreprise. Et là, c'est bien la preuve, en tout cas, que la messagerie n'est pas le bon moyen pour ce genre de collaboration au sein de l'entreprise. Autrement dit, si votre entreprise prend l'orientation de promouvoir l'innovation et de demander aux collaborateurs de proposer leurs idées, si vous n'avez pas un autre outil que la messagerie, vous êtes déjà très très mal parti. En fait, la bonne solution, c'est quoi? C'est ça, c'est Yammer, c'est le réseau social d'entreprise de la suite Microsoft 365. Alors, c'est marrant parce que Yammer a beau exister depuis 12 ans maintenant, il y a encore une grande majorité des entreprises qui se demandent toujours ce qu'ils pourraient faire d'un réseau social d'entreprise. Donc, ça mériterait presque une session dédiée à ce sujet-là, notamment pour expliquer le positionnement de Yammer par rapport à Teams, par exemple. En tout cas, si vous voulez un exemple de ce qu'on est capable de faire avec Yammer, vous pourrez lire cette interview de Thibaut Godard. C'est un ingénieur qui a une idée personnelle en allant sur un chantier, en fait. Et son idée, c'était de modifier les visières des casques de chantier pour intégrer un filtre polarisant. Alors, sur son temps libre, il a fait des maquettes, des essais, des prototypes. Et puis, il a présenté tout ça dans une communauté Yammer qu'il a montée de son propre chef. Et il l'a fait pour à la fois promouvoir l'idée
mais aussi recevoir les avis des collègues, avoir des soutiens, etc. Et l'objectif, bien sûr, c'était de faire passer son idée de la simple proposition à la réalisation concrète et la mise à disposition sur les chantiers. Alors, il y a un autre exemple de collaboration qu'on peut faire, pas forcément avec Yammer, mais avec Teams, par exemple. Et pour illustrer ça, je vous montre ici un shoot écran d'une équipe très importante dans notre société à Ballon. C'est une équipe dédiée aux échanges sur tous les outils de la suite. C'est-à-dire que chaque outil a son canal dans lequel on peut partager des questions, chercher de l'aide, mais aussi partager des avis, des essais, des réalisations, etc. Chez Abalone, en tout cas, ce type d'équipe, c'est devenu un outil métier vraiment essentiel pour tous les collaborateurs. Passons à un autre axe stratégique qui aurait pu être identifié par votre codir, c'est rendre l'entreprise plus communicante et plus lisible. Alors plus lisible à la fois pour les collaborateurs historiques, mais aussi pour les nouveaux embauchés. Alors, vous le vivez peut-être dans votre propre entreprise, hein, il est souvent difficile de trouver l'information. Dans les pires des cas de ce que j'ai pu rencontrer, l'info souvent elle se trouve dans un vieux fichier PDF bien planqué dans les 10e sous-répertoires d'un vieux serveur de fichiers historiques. Bref, j'exagère à peine, hein, mais c'est souvent des contextes que je rencontre au cours de mes missions. Et puis côté com interne, c'est pas vraiment mieux souvent. Les infos sont envoyées par mail, mais ces infos finalement s'intercalent dans tous les autres mails reçus dans la journée. Alors non seulement on les voit pas passer, mais c'est plus grave, c'est que c'est impossible de revoir toute l'actu de l'entreprise sans trier tous les mails. Et puis, ce qui est encore plus embêtant, c'est que c'est toujours une communication finalement top-down. C'est-à-dire que les collaborateurs ne peuvent pas réagir à l'actualité, puis surtout, ils ne peuvent pas eux-mêmes remonter des actus du terrain. Par exemple, montrer une photo de leur chantier qui se termine. Alors, soyons honnêtes, ça c'est une situation qui convient à beaucoup de directions de com interne, mais c'est dommage parce qu'il y a des cas d'usage vraiment fabuleux que je pourrais vous raconter. En tout cas, ça c'est typiquement un cas de la transformation des métiers de la com interne et on va en parler un peu plus tard dans la présentation. Alors, comment ça se traduit avec Microsoft 365 ? Bien sûr, la première chose à laquelle on pense pour améliorer la com, c'est l'intranet. Et sur ce point, SharePoint a fait de fabuleux progrès ces dernières années. Si vous vous souvenez des anciennes versions, oubliez, hein, ça n'a plus rien à voir. Et aujourd'hui, il est vraiment possible de créer un intranet rapidement, de très belles factures, et en plus de le rendre disponible immédiatement sur un smartphone. Je vous parlais tout à l'heure de Yammer, le réseau social d'entreprise. C'est pour moi vraiment le second pilier de la com interne. Et ça peut s'intégrer d'ailleurs dans l'intranet. Alors, il faut absolument que la com interne s'approprie cet outil, qu'elle apprenne à l'intégrer dans son métier. Alors, les opportunités sont vraiment énormes. Il y a plein de choses à raconter dessus. Et en plus, bien sûr, il y a une version mobile. On peut aussi penser à Stream, qui va permettre de publier très facilement des vidéos qui seront intégrées dans l'intranet. Alors, ça peut être des tutoriels, des vidéos de campagne, de publicité, des réunions, hein, comme cette réunion qui est enregistrée, etc., etc. En tout cas, c'est un outil très puissant qu'on retrouve également en version mobile. Et puis, il y a un outil que j'aime bien, mais qui est très peu connu, c'est Sway. Alors, personnellement, j'utilise régulièrement pour présenter des sujets, alors intégrer des images, des vidéos, etc. C'est très pratique, ça mériterait d'être connu, et pour les coms internes, ça peut être extrêmement utile. Enfin, la com interne a souvent besoin de sonder les collaborateurs. Alors, Altomail, hein, pour ce genre d'usage, arrêtez ça immédiatement. Utilisez plutôt Forms, qui va vous permettre de créer en quelques clics des enquêtes complètes. Alors, on va maintenant passer à un autre axe stratégique majeur, c'est celui de rendre l'entreprise plus efficace. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on peut identifier 4 grands leviers. C'est être plus efficace parce qu'on va fluidifier la communication, parce qu'on va digitaliser les processus, et puis il y a tous les autres leviers d'amélioration de l'efficacité, c'est l'efficacité individuelle ou collective au quotidien. Je vais déminer déjà un point, parce que j'ai souvent ça comme réaction dans mes séminaires. On me dit, mais ok, d'accord, vous voulez fluidifier la communication avec Teams, formidable. Mais moi, monsieur Coupé, je reçois 100 mails par jour. Et si je dois traiter 100 messages dans Teams, je vois pas bien ce que ça va apporter. En fait, ça apporte énormément de choses. Le traitement des messages dans Teams, il est bien plus efficace que le traitement des messages dans la messagerie. Il n'y a vraiment pas photo. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Si vous voulez regarder pourquoi, si vous voulez en être convaincu, vous regarderez cette vidéo que j'ai postée il y a déjà pas mal de temps, qui explique en quoi on trouve les gains à utiliser Yammer, par exemple, ou à utiliser Teams. En tout cas, cette fluidification, on l'obtient
par toutes les fonctionnalités de Teams et aussi par le principe de mur de conversation qui nous permet de gagner énormément en lisibilité en rédaction. Plus la peine de trier les mails, il n'y a plus de mails, tout se met automatiquement dans vos bonnes équipes, donc tout est automatiquement trié. En tout cas, je l'ai dit, chez Abalone, on ne s'envoie plus de mails en interne depuis 4 ans. Et je peux vous dire qu'on ne pourrait plus revenir en arrière. C'est juste impossible de refaire des scénarios avec la messagerie. Maintenant, vous allez pouvoir aussi gagner en productivité en digitalisant les processus, que ce soit des processus métiers, comme ici à la SNCF, dans les ateliers, ou bien des processus internes, comme par exemple les notes de frais, les engagements d'achat, etc. Pour digitaliser ces processus, on va utiliser les outils de la Power Platform de Microsoft 365, qui vont vous permettre de construire des applications mobiles ou PC dans des temps vraiment records par rapport à ce qu'on aurait pu faire avant. Côté productivité individuelle, cette fois-ci, moi, je ne peux pas ne pas évoquer Todo. C'est mon outil quotidien. Je l'utilise tout le temps, en fait. Je l'utilise pour organiser mes journées, pour ne rien oublier, pour complètement structurer tout ce que je dois faire. Et c'est vraiment très utile pour moi. Bien sûr, autre outil pour qui améliore la productivité individuelle, c'est OneDrive. Alors, moi, ça me permet de gérer plus efficacement mes fichiers individuels, ceux sur lesquels je travaille, et que je peux éventuellement, ponctuellement partager par exemple. Bien sûr, il y a OneNote qui va améliorer aussi votre efficacité individuelle. C'est la prise de notes, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment la structuration des pensées. C'est un outil essentiel aussi pour moi et je m'en suis servi d'ailleurs pour préparer cette intervention. Il y a à cheval un peu entre la productivité personnelle et collective. On peut parler de Find Time, qui est très peu connu finalement, qui permet de trouver des créneaux libres entre les personnes. Et donc ça peut vous aider si vous avez à monter par exemple régulièrement des réunions avec beaucoup d'intervenants. Et puis dans le domaine de l'efficacité collective, on va citer forcément Planner qui permet de gérer des tâches d'équipe. Voilà, je vais arrêter là parce qu'on pourra en parler encore plus, mais il faut avancer. On va aborder maintenant un autre axe stratégique que votre codir aura peut-être identifié, c'est d'adopter un style de management beaucoup plus moderne. Alors là, je refais un warning, attention, culture d'entreprise. Soyons clairs, Microsoft 365, c'est pas une baguette magique. Les outils ne vous serviront que de socle pour appuyer ces nouvelles postures managériales. Mais c'est essentiel, vous allez le voir. Donc, tout dépendra vraiment de la culture d'entreprise et surtout des efforts d'accompagnement des managers par la DRH en préalable. En tout cas, Teams peut permettre de générer de nouvelles postures, notamment, par exemple, en permettant aux managers d'animer leurs équipes ou leur direction directement dans des équipes Teams dédiées. Alors, ça permet aux managers d'être beaucoup plus en relation directe avec leurs équipes, mais ça nécessite vraiment de savoir comment s'y prendre. On n'apprend pas à utiliser ces outils pour manager l'équipe comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut du coaching des managers ou du coaching de directeurs. C'est ce que je fais moi régulièrement pour les aider à avoir les bonnes postures et tout de suite à l'utiliser au bon escient. Et puis, en tout cas, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai insisté sur le mot empathie. C'est super important. Yammer et Teams permettent justement de mettre facilement à l'honneur des personnes, alors que vous l'auriez jamais fait par mail. Vous voyez un exemple à l'écran, c'est Patrick Guimonet qui met à l'honneur un des collaborateurs, en l'occurrence Théophile, parce que il a super bien travaillé, il a réalisé une super application pour l'entreprise, donc il le met à l'honneur, il le félicite, il le fait comme ça régulièrement pour toutes les personnes qui ont eu des faits marquants comme ça. Dans Yammer, par exemple, il suffit qu'un directeur fasse un like sur un message ou qu'il dépose un commentaire, toujours bienveillant d'ailleurs, sur une information pour dynamiser vraiment toute la communauté. Donc c'est extrêmement efficace, extrêmement puissant pour la reconnaissance personnelle, mais encore une fois, il faut que les personnes en face comprennent. Patrick, c'est pas un problème, c'est dans sa nature, mais c'est pas dans la nature de tous les managers. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, j'ai fait un article sur le RSE, outil de reconnaissance professionnelle, qui est toujours d'actualité, il date de 4 ans, mais je vous invite à aller le lire, vous verrez en détail de quoi je parle là-dessus. Bon, maintenant,
vous pouvez aussi, votre codir a peut-être identifié qu'il faut un axe beaucoup plus mobile, par exemple le télétravail avec le Covid. Hein. Donc, comment vous allez mettre en musique cet axe stratégique avec Microsoft 365? Eh ben, d'abord, c'est une chose qui est importante à savoir, c'est que quasiment tous les outils de la suite ont leur version disponible sur iPhone ou Android. Donc, c'est extrêmement pratique quand on est souvent en déplacement ou quand on n'a pas accès à un ordinateur, par exemple. Dans le cadre des applications métiers, Power Apps va vous permettre de créer facilement des applications métiers utilisables sur smartphone ou tablette, ce qui va être super efficace pour digitaliser les chantiers ou les ateliers, comme on voit à l'écran actuellement. Et puis, il y a un autre point important à comprendre, c'est que comme Microsoft 365, il est sur le cloud, potentiellement un simple navigateur Internet récent va vous permettre d'accéder à tout votre environnement de travail avec n'importe quel ordinateur, donc à la fois l'intranet, les espaces, etc. Donc c'est super utile pour travailler un peu de n'importe où et avec n'importe quel ordinateur si vous n'avez pas votre propre ordinateur sous la main. En fait, grâce à ça d'ailleurs, Microsoft 365 rend possible le travail. Je dis bien rend possible. Vous avez vu, je l'ai mis entre guillemets, parce que le télétravail, ce n'est pas que des visioconférences avec Teams ou avec autre chose, c'est surtout aussi des postures et des règles de vie que l'entreprise doit expliquer et partager. Dernier point, et non des moindres, c'est votre société va peut-être dire, dans l'axe stratégique, je voudrais, il est important qu'on mette en place des actions pour être une entreprise plus sécurisée et plus conforme, notamment le RGPD, parce que les conséquences RGPD peuvent être très très importantes, et la sécurité pareil. Je ne sais pas si vous suivez les actualités sur le sujet, mais il n'y a pas un jour qui passe sans apprendre qu'une entreprise, une organisation a été victime d'une attaque informatique. Ce que vous voyez à l'écran, c'est juste ce qui a été publié ces derniers jours en fait. Aujourd'hui, c'est un danger réel et c'est un danger potentiellement mortel pour pas mal d'entreprises. Alors, je croise encore des DSI, Patrick aussi, qui nous affirment qu'ils détestent le principe du cloud et l'idée même de mettre leurs données en dehors de leur data center. Parfois, ce qui interpelle encore plus, c'est que ce sont des petites PME qui nous disent non, non, nous on veut pas du cloud, on a peur, on n'a pas confiance, alors que paradoxalement, des grands groupes beaucoup plus sensibles, eux, ils ont fait ce choix depuis des années. Le message important là-dessus, c'est qu'oublier les idées reçues sur le cloud. Il faut vraiment oublier les idées reçues et bien comprendre qu'aucune entreprise, petite ou grande, ne pourra aligner une force de frappe en termes de sécurité comme celle des leaders du cloud, et je pense en particulier à Microsoft. En tout cas, vous allez voir dans Microsoft de nombreux outils et de solutions pour améliorer la sécurité d'accès aux données, mais aussi d'accès à l'environnement. Moi, clairement, je ne suis pas un expert sur ce sujet. L'expert, c'est mon collègue Xuan, et il avait bien voulu répondre à une interview sur mon site. Et vous pouvez retrouver cette interview en scannant le QR code qui est à l'écran. Je vous invite à lire, c'est extrêmement intéressant, parce que vous allez découvrir en quoi Microsoft 365 permet de mieux sécuriser l'entreprise. Dernier point, c'est la conformité avec le règlement général sur la protection de données, le fameux RGPD. Sachez qu'il existe un panel complet de solutions à l'intérieur pour améliorer et mesurer votre conformité RGPD. Donc là aussi, si les directions stratégiques de votre entreprise, c'est ce point-là, eh bien Microsoft va vous permettre de le rendre réel et concret. Alors, on a fait un tour complet extrêmement rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur la manière dont vous pouvez utiliser Microsoft 365 pour transformer votre entreprise et en tout cas pour accompagner la transformation de l'entreprise, pas forcément digitale, on le voit bien, mais ça passe aussi nécessairement par la transformation des principaux métiers. On va commencer par la DSI. Alors, avec Microsoft 365, la DSI va pouvoir réinventer finalement sa posture générale face aux collaborateurs en faisant, par exemple, la promotion de nouveaux usages au travers de nouveaux outils. La Power Platform, pour la DSI, va être aussi un super virage que la DSI doit décider de prendre ou pas. Mais si la DSI prend ce virage, alors il faut aussi adopter une nouvelle façon d'appréhender les projets, notamment en mettant plus d'agilité. Quand je parle d'agilité, c'est pas forcément du Scrum, des trucs extrêmement scénarisés, etc. C'est simplement du bon sens et de l'avancée pragmatique. Et puis, le déploiement va nécessiter finalement de revoir une gouvernance
et puis de revoir aussi les méthodes de déploiement pour une approche plus moderne, en tout cas plus compatible avec 365. Un point important, c'est que la DRH est en première ligne. Comprenez-le bien, sachez-le. Il y a une citation d'ailleurs de mon livre qui a été relevée par un de mes lecteurs et qui résume bien la situation, c'est comment pourrait-on lancer dans l'entreprise une démarche qui toucherait les méthodes de travail, les relations entre les collaborateurs, le bien-être, sans impliquer la direction des ressources humaines, c'est juste impossible. Par exemple, les DRH vont pouvoir gérer les nouveaux talents qui vont apparaître au travers du RSE parce que les gens vont pouvoir se manifester, vont pouvoir réagir et vous allez voir apparaître des gens que vous aviez jamais vus et qui en fait vont témoigner d'une vraie expertise. Qu'est-ce que vous allez faire de ces talents-là? Est-ce que vous allez les mettre en valeur, etc. Ben, c'est avec le rôle du DRH. Ils vont aussi pouvoir mettre à jour le catalogue des formations pour un peu épurer et mettre des nouvelles formations beaucoup plus modernes autour de ces usages. Et puis, ils vont aussi pouvoir faire la promotion d'un certain travailler autrement digital, notamment en fixant des objectifs annuels aux collaborateurs pour mesurer leur appétence ou leur posture face à ces nouveaux usages. La DIRCOM, bien sûr, elle est aussi fortement impactée, ne serait-ce, on l'a vu, par tous les nouveaux canaux de diffusion que les outils ont ouverts et qu'on a vu ensemble. Donc, ça aura forcément un impact sur la posture. Par exemple, est-ce que la DIRCOM va vouloir adopter une communication beaucoup plus bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire prendre en compte et autoriser que les gens du terrain remontent eux-mêmes des informations. En tout cas, je vous invite à lire l'interview sur mon site de David Porcheron de la société Covea. Il était directeur de la communication interne, mais il a renommé sa direction. C'est plus la direction de la com interne, c'est la direction de la dynamique interne. Et moi, ça m'a stupéfait quand j'ai lu ça parce que je me suis dit que ça en disait long sur la transformation qu'il avait, l'idée de la transformation qu'il avait de son rôle d'ancien directeur de la com interne. Et puis, on va finir avec les métiers. En fait, toutes les directions métiers, ils ont l'habitude de travailler d'une certaine façon et depuis plusieurs années et toujours avec les mêmes outils. Quelquefois, j'ai rencontré des outils qui tournaient sur des PC 486, des trucs des années 80, mais ça marche. Alors, on ne va pas y toucher. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités au travers des solutions collaboratives, mais surtout au travers des outils métiers avec la Power Platform. Il faut juste qu'elles osent faire autrement, qu'elles regardent, qu'elles s'intéressent, et puis qu'elles fassent des pilotes, qu'elles fassent des essais, idéalement, bien sûr, avec l'aide de la DSI. Voilà, ma session se termine, elle est assez dense. Pour finir, je voulais juste vous donner quelques derniers petits conseils tout simples. Premier conseil, c'est soyez curieux, renseignez-vous, découvrez ce qui est réellement une transformation d'entreprise, pas forcément transformation digitale, mais si vous commencez une transformation d'entreprise, elle ne peut être que digitale, comme vous l'avez compris, j'espère, dans cette présentation. Et regardez aussi ce que ça implique comme participation, comme implication de tout le monde. Ensuite, deuxième conseil, c'est tester ces outils dans votre entreprise. Faites des pilotes. Essayez de vous construire une sorte, ce que j'appelle de vitrine. La vitrine, c'est quoi? C'est des cas réels qui vont démontrer l'utilisation de ces solutions dans votre propre contexte. Comme ça, vous aurez beaucoup moins de mal à convaincre les gens parce que, en interne, vous en aurez démontré l'utilité. Autre chose super importante, rappelez-vous que, avant toute chose, ce n'est pas qu'un projet informatique, il y a un peu d'informatique quand même dedans, mais ce n'est pas qu'un projet informatique, c'est surtout une démarche d'entreprise. Donc ça, c'est super important pour pouvoir aborder ce sujet sous le bon angle et puis surtout sur la longueur, parce que c'est pas un projet qui va commencer à une date et qui va finir à une date. Vous allez avoir à animer tout ça tout le temps parce que les outils vont changer, les gens vont changer, vous allez avoir des nouveaux qui vont arriver et puis les scénarios vont forcément changer. Donc vous allez forcément avoir une démarche qui va durer dans le temps. Autre conseil super important, c'est n'oubliez pas d'impliquer le comité de direction de l'entreprise parce que vous ne pouvez pas transformer l'entreprise sans impliquer le CODIR. Or, si vous réussissez le déploiement de Microsoft 365, vous allez forcément transformer l'entreprise dans ses postures, par exemple,
posture managériale. Si vous n'arrivez pas à transformer ces postures, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de Microsoft 365. Ça restera un outil comme Word, Excel sur le côté. Donc, il faut que le CODIR soit consulté, il faut que le CODIR valide les orientations et surtout, il faut qu'il appuie cette démarche par des actions managériales fortes et aussi par des actions de communication sur les objectifs. Et puis, pour finir, c'est pas le moins important, pensez à définir une gouvernance. Il faut définir des règles d'usage de tous ces outils pour éviter qu'il règne rapidement une certaine anarchie dans toute la suite Microsoft 365 et qu'il y ait des dérives d'usage. Voilà, moi j'en ai terminé pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, petite pub, ça coûte rien. N'hésitez pas bien à lire mon livre qui donne tous les détails avec pas mal d'exemples de ces usages et aussi d'explications sur comment en parler dans l'entreprise, comment impliquer les directions, qu'est-ce que les directions doivent faire, à quoi elles doivent penser, etc. Moi, j'espère en tout cas que j'ai pu vous convaincre de l'importance de la transformation digitale interne et de la transformation de façon générale et de l'intérêt de le faire avec Microsoft 365.